Le premier des deux projets de loi que nous allons examiner est celui autorisant l'approbation de l'avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022 à la Convention avec le Luxembourg pour éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion, ainsi que la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et la fortune. Madame la rapporteure, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Effectivement, chers collègues, le projet de loi que je vous présente ce matin autorise donc cette approbation d'un avenant à cette convention fiscale qui lie le Luxembourg et la France depuis 2018. Une petite précision néanmoins, cette convention de 2018 fait suite à une convention initiale de 1958, qui, cette nouvelle convention de 2018, cherche à mettre en adéquation les relations franco-luxembourgeoises avec les standards internationaux en matière de lutte contre l'évasion fiscale et d'élimination des doubles impositions. Ceci étant dit, je précise tout de même que cet avenant à cette convention ne concerne uniquement que de nouvelles dispositions, consensuelles d'ailleurs, en matière de télétravail en faveur des travailleurs transfrontaliers entre la France et le Grand-Duché. Il ne traite ni de l'évasion fiscale, ni de la coopération transfrontalière, ni même de l'élimination des doubles impositions. Dès lors, cet avenant a une portée un petit peu plus restreinte. Il se limite à étendre de 29 à 34 jours le nombre de jours de télétravail que les transfrontaliers peuvent réaliser depuis la France en restant sous le régime luxembourgeois d'imposition sur les revenus. Pour les employeurs luxembourgeois, cela permet de simplifier des démarches administratives et de pouvoir répartir l'imposition des revenus entre les deux pays. Ça les évite surtout de répartir cette imposition des revenus entre les deux pays. Et ils peuvent aussi accorder plus de télétravail sans devoir se soucier de prélever l'impôt sur le revenu français. Je dois dire que ce seuil des 34 jours répond parfaitement aux attentes des transfrontaliers. Nous avons d'ailleurs auditionné un syndicat et il répond aux transfrontaliers, pas tant d'ailleurs en termes de différence d'imposition, parce que l'imposition luxembourgeoise n'est pas toujours avantageuse, mais surtout parce qu'ils sont confrontés à des problèmes des durées de déplacement, et donc le télétravail, notamment après le Covid, a pris de l'importance et de l'intérêt pour ces travailleurs. D'autre part, l'alignement à 34 jours se fait sur les mêmes seuils que la Belgique et l'Allemagne. Et enfin, cet avenant permet également de rendre bénéficiaires des transfrontaliers qui exercent dans le secteur public, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Cet avenant n'a pas de conséquences particulières fiscales pour les travailleurs transfrontaliers. Pour rappel, la Convention de 2018 prévoit un régime d'imposition dans le pays d'exercice, c'est-à-dire que si vous habitez en France et que vous travaillez au Luxembourg, vous êtes imposé au Luxembourg et vice-versa. Néanmoins, par rapport au télétravail, par rapport à ce principe, il y a eu une dérogation et un protocole a été examiné en 2018 sur cette convention et qui donc a prévu auparavant de pouvoir télétravailler 29 jours et maintenant 34 jours, tout en restant imposable sur les revenus luxembourgeois. Au-delà de ce seuil, et c'est là où est la différence, en dessous de 34 jours, vous restez imposé dans le pays où vous exercez votre activité. Au-delà de 34 jours sur le télétravail, vous êtes dès lors soumis à l'imposition française. Je précise que ça n'a aucune incidence ni sur les cotisations versées par les employeurs, puisque en application du droit européen, les transfrontaliers restent soumis au régime de la protection sociale de leur pays d'activité tant qu'ils ne travaillent pas plus de 50% de leur temps de travail dans leur pays de résidence. C'est un avenant qui est en attente aussi de la ratification de la France. Pourquoi ? Parce qu'il a été déjà signé
en novembre 2022 et ratifié par le Luxembourg dès 2023. Et d'ailleurs, il est même rentré en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 2023. Et nous n'avons pour autant, en France, pas encore ratifié cet avenant. Le gouvernement n'a déposé le projet de loi de ratification qu'en janvier 2024. Il a été adopté par le Sénat en mars 2024 également, de cette même année. Et puis, la dissolution de l'Assemblée a reporté jusqu'à la date d'aujourd'hui, pour combien de temps encore, je ne sais pas, la ratification de cet avenant. Et je n'ai pas eu plus d'explications sur ce retard de transmission. C'est la raison pour laquelle il m'apparaît souhaitable que notre commission et que le Parlement, d'une manière générale, approuve cet avenant qui facilitera la vie de nombreux de nos compatriotes transfrontaliers. Dans cet avenant, il est également évoqué prévu une clause de revoyure. D'une manière générale, il y a une tendance pour vouloir étendre le seuil de télétravail en contrepartie d'une rétrocession de recettes fiscales à laquelle, pour l'instant, le Luxembourg n'a pas répondu. Notamment parce que le précédent avenant n'a pas été ratifié. Il y a cette clause de revoyure parce que l'État français estime perdre à hauteur de 30 à 60 millions d'euros l'ensemble des jours de télétravail. Et l'augmentation de ce seuil de 29 à 34 jours constituerait une perte supplémentaire évaluée entre 5 et 10 millions d'euros supplémentaires. Pour autant, les services fiscaux français amoindrissent cette perte en soulevant que notamment les revenus issus du télétravail avant 2018 étaient soumis au seul régime d'impôt luxembourgeois jusqu'à 183 jours. Malgré tout, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut trouver une solution plus pérenne et une clause de revoyure est donc prévue dans cet avenant. Il y a également, dans le cadre de cet avenant, une discussion qui s'ouvre entre une compensation fiscale ou plutôt un accord de co-développement entre la France et le Luxembourg. Ce qui fait venir cette interrogation, c'est la convention fiscale que la France et la Suisse ont pu passer sur la base d'une compensation à hauteur de 40%. S'il y a 40% de télétravail entre la France et la Suisse, eh bien la Suisse verse une compensation de 40%. Ce qui n'est pas du tout le cas du Luxembourg et qui n'a pas l'air de vouloir aller dans ce sens-là, puisque le Luxembourg, et nous avons interrogé l'ambassadeur de Grand-Duché en France, préconise plutôt la poursuite d'un co-développement, c'est-à-dire on se met d'accord sur des gros projets d'aménagement à 50-50 de part et d'autre de la frontière pour notamment faire des aménagements territoriaux sur tout ce qui peut concerner le transport, notamment le rail. Un accord a été passé sur de 420 millions d'euros pour pouvoir améliorer notamment ces déplacements au titre du réseau ferroviaire. Ça reste des projets qui sont lourds, ça reste des projets qui avancent très modérément du coup de l'administration de part et d'autre. Le Luxembourg souhaiterait de son côté pouvoir approfondir également cette coopération, pas seulement sur les moyens de transport, mais aussi sur l'éducation et la santé, avec des projets de lycées de transfrontaliers, avec des projets en termes de santé plus développés. Et c'est événements ou ces documents ou projets doivent être étudiés dans le cadre d'une commission intergouvernementale qui aurait dû notamment se tenir en 2024, mais qui a été encore une fois reportée à cause de l'instabilité gouvernementale en France. En conclusion, parce que vous l'avez vu, cet avenant
n'a pas une portée très, très importante, même si il est très attendu par les travailleurs transfrontaliers en termes de télétravail. Il s'agit d'un mécanisme dérogatoire de partage de l'imposition entre la France et le Luxembourg dans le cas spécifique, encore une fois, je le rajoute, du télétravail. Il faut donc pas trop s'attendre à ce que ce projet de loi résolve l'ensemble des problématiques que rencontre le couple franco-luxembourgeois, même si je crois qu'il est nécessaire à la bonne avancée de la coopération entre nos deux pays. En approuvant cet amendement avenant, nous pouvons espérer réactiver ces échanges. Je me tiens donc, chers collègues, à votre disposition pour répondre à vos différentes questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Au nom du groupe socialiste et apparenté, la parole est à Monsieur Stéphane Ablot. Oui, Madame la présidente Laetitia Saint-Paul, Madame la rapporteure, cher Pascal, le sujet aujourd'hui qui nous est présenté est très important, notamment pour les travailleurs transfrontaliers. La convention fiscale entre la France et le Luxembourg s'inscrit dans le cadre plus large, vous l'avez souligné, du co-développement entre nos deux pays, notamment entre les régions limitrophes. Dans les années 80, pour celles et ceux qui sont ici, qui ne s'en souviennent peut-être pas, les usines sidérurgiques de Longwy. Longwy était la capitale de l'acier français. Ces usines avaient fermé leurs portes et dans ce contexte de crise, un vent d'espoir était venu donc du Luxembourg et soufflait sur les territoires sinistrés. Aujourd'hui, et on le mesure, ce sont 120 000 travailleurs français qui représentent la moitié des travailleurs transfrontaliers du Luxembourg et un quart de la main-d'œuvre totale du Luxembourg. Voilà, ces chiffres sont extrêmement impressionnants et montrent une situation qui génère parallèlement une saturation des infrastructures de transport, des disparités fiscales, des déséquilibres dans nos territoires frontaliers. Dans ce contexte, l'avenant signé le 7 novembre 2022 marque une avancée concrète pour les travailleurs et pour nos collectivités. En portant le forfait de télétravail de 29 à 34 jours, il répond à une réalité sociétale, l'évolution des pratiques professionnelles. Cela permettra à des milliers de salariés d'adopter des modes de vie plus équilibrés, limiter leurs déplacements, par conséquent de réduire l'empreinte carbone. Cependant, des questions restent posées. Par exemple, quelles mesures seront prises pour garantir le respect de ces 34 jours de télétravail? J'ai discuté hier avec Alain Casoni, qui a été le maire historique de la ville frontière avec le Luxembourg, la ville de Villerue, et il disait que l'union des entreprises de Luxembourg considérait qu'elle ne pouvait pas contrôler elle-même ces 34 jours de télétravail. Donc il faut vraiment être sûr que les choses se feront dans le respect des règles. Il y a d'autres questions qui se posent. En effet, il est crucial de réfléchir à la répartition de la richesse produite par le développement économique. Le budget de la main-d'œuvre luxembourgeoise est de 120 milliards d'euros, et dont 30 milliards proviennent de la masse salariale des travailleurs français, soit un quart. Pourtant, les coûts liés à la formation, à la résidence des travailleurs français qui résident sur le territoire français sont importants, et pour leur collectivité. Prenons l'exemple, parallèlement de la Convention franco-suisse de 1973. Celle-ci prévoyait une compensation financière de la France. Genève reverse 3,5% de la masse salariale des frontaliers français, soit 350 millions d'euros, dont 80% reviennent aux communes françaises. Le Luxembourg ne se comporte pas avec la France comme elle se comporte avec la Belgique. Il y a 40 000 travailleurs luxembourgeois qui travaillent en Belgique. À ce titre, le Luxembourg reverse 55 millions d'euros. D'accord, je conclus, au bénéfice des communes belges. Donc le groupe socialiste choisit de voter pour le texte. Mais il faut continuer le travail. Tout à l'heure, Pascal Gaute l'a bien rappelé, pour que les richesses soient partagées de manière plus équitable entre les deux territoires. Merci. Madame la rapporteure. Alors, il y a deux choses. Il y a la question, effectivement, du contrôle de la déclaration sur les 34 jours de télétravail. On peut le dire très, très honnêtement, et les services fiscaux eux-mêmes le disent, autant le contrôle fiscal par les Belges est très pointu, si je peux parler ainsi, autant sur le contrôle fiscal français se fait, mais n'est pas d'une grande virulence, on peut le dire. Même
eux-mêmes le disent. Pour autant, ils essaient de renforcer le système, et dans la déclaration d'impôt, il y a des rubriques qui sont prévues à cet effet, mais il est reconnu quand même qu'il n'y a pas énormément de contrôle. Concernant par contre le co-développement entre les deux pays, là on est dans le cadre de la Convention de 2018, on n'est plus du tout dans le cadre de l'avenant. Effectivement, c'est plutôt le Luxembourg qui refuse de tendre vers une convention fiscale comme la Suisse, et aussi un certain nombre de collectivités locales qui préfèrent un accord tripartite, ou des fois avec les collectivités, la France et le Luxembourg, directement en B2B, plutôt que d'avoir une compensation qui arriverait de l'État français. En bref, ils préfèrent toucher directement plutôt que d'attendre que l'État leur reverse sur des projets d'aménagement. Au nom du groupe écologiste et social, Madame Clémentine Autain. Oui, merci Madame la Présidente. Honnêtement, si les citoyennes et les citoyens savaient que nous passons notre commission ce matin sur ce sujet, qu'il y a notre cher collègue Pascal Gau qui est très investi dans cette commission et qui a travaillé pour ce rapport, qu'ensuite nous allons en parler en séance, puis ça va passer au Sénat. Tout cela pour, je le dis très simplement, un système de double imposition entre la France et le Luxembourg, c'est-à-dire un accord, pour passer de 29 jours à 34 jours. Je ne sais pas si vous voyez le niveau. C'est-à-dire que quand on voit l'ampleur du sujet, l'évasion fiscale, le besoin de transparence en la matière, puisque nous ne savons même pas de quoi on parle, quand on voit les mesures nécessaires pour faire en sorte que nos systèmes ne soient pas dans une fuite permanente au fond, et qu'à la fin, on n'ait pas de maîtrise de tout ça et que beaucoup échappent à l'impôt et qu'on ait des concurrences déloyales, ce qui est le cas là entre le Luxembourg et la France, notamment sur la question de l'indemnisation du chômage, mais aussi sur les agents. Hein. Je veux dire, dans les services publics frontaliers en France, il y a bien du mal à trouver parfois du personnel parce que c'est plus attractif au Luxembourg. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des sujets absolument majeurs qui sont devant nous et nous sommes là à nous demander si on va passer de 29 jours à 34 jours, le tout en prime, pour une concession faite au Luxembourg à nouveau, puisque c'était déjà le cas en 2018, où nous leur avons fait un cadeau de 30 à 60 millions d'euros, et maintenant nous recommençons pour un montant qui va de 5 à 10 millions d'euros, qui va leur être favorable. Donc j'avoue que je trouve l'affaire un peu fort de café, si vous me permettez, parce que je crois sincèrement que nous avons mieux à faire que de faire des petits pas qui, en fait, sont des reculs, en plus, pour notre pays, puisque c'est le Luxembourg qui en bénéficie. Le Luxembourg, on le sait depuis l'enquête des LuxLeaks de 2014, est peut-être pas un paradis fiscal, mais qualifié de havre fiscal. Et il me semble que la question des multinationales, la question des fraudes et des moyens que nous avons pour avoir de la transparence et pour lutter contre ce système d'évasion fiscale est bien plus important que ce que nous avons à voter là. En tout cas, nous, on n'a pas très envie que la France perde de l'argent dans cette affaire. C'est pourquoi nous voterons contre, mais en insistant sur le fait que si nous faisons des rapports et que nous prenons autant de temps pour la représentation nationale, ça serait bien de le faire avec des projets qui soient plus ambitieux, pour le dire gentiment. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Oui, merci. Alors, effectivement, cet avenant peut paraître assez limité par rapport à l'ampleur des objectifs de la Convention. Pour autant, je le rappelle que c'est une forte demande des travailleurs transfrontaliers de passer donc de ces 29 jours à ces 34 jours et que globalement, tant la France que le Luxembourg, ça leur permet de s'aligner sur la Belgique et l'Allemagne. Donc il y a une sorte d'homogénéité recherchée par cet avenant. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement les problématiques d'évasion fiscale
qu'à améliorer la Convention de 2018 partiellement, reste encore ouvert, et c'est la raison pour laquelle la clause de revoyure est importante pour aller bien au-delà de cette question de télétravail, et de regarder comment le Luxembourg répond de mieux en mieux à cette évasion fiscale et ces paradis fiscaux également. On peut tout de même dire que la Convention de 2018 a remis, par rapport à celle de 58, a remis quand même les relations franco-luxembourgeoises un peu plus en adéquation avec les standards internationaux, qu'elle a réaffirmé la règle de l'imposition des revenus de l'état d'activité du salarié, et qu'elle a modifié également les modalités d'élimination de la double imposition en remplaçant la méthode de l'exonération par celle de l'imputation. On peut aussi dire que jusqu'en 2018, les salaires perçus au Luxembourg étaient imposés au Luxembourg et donc exonérés en France. Aujourd'hui, donc, les travailleurs transfrontaliers sont obligés de déclarer les revenus perçus au Luxembourg, également à l'administration fiscale française, et qu'ils sont donc couverts par un crédit d'impôt. Pour autant, l'enveloppe des revenus perçus au Luxembourg intègre l'appréciation globale des revenus de chaque citoyen en France. Ensuite, concernant les entreprises, il est vrai qu'il y avait beaucoup à faire pour corriger l'évasion fiscale, et notamment, je crois qu'il y a eu un pas de franchi lorsqu'il y a eu le scandale des LuxLeaks, qui a forcé tout le monde à se mettre autour de la table. Merci Madame la rapporteure. Au nom du groupe démocrate, Monsieur Frédéric Petit. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, j'ai été moi-même rapporteur du projet de 2018, donc je connais bien ce sujet. Je crois qu'effectivement, c'est important que la représentation nationale fasse les gros travaux et aussi les petits travaux qui servent à nos concitoyens. Le sujet du télétravail peut apparaître évidemment comme une annexe dans cette convention. Vous avez tout à fait de raison de rappeler que la convention de 2018 a remis les choses dans le droit. Merci, dans le droit commun. En particulier, quelque chose que vous ne relevez pas dans votre rapport, qui était l'implantation arbitraire d'entreprises lorraines artificiellement au Luxembourg pour pouvoir embaucher dans le droit du Luxembourg des gens qui étaient leurs voisins. Donc ça a été arrêté. C'est quelque chose qui a été arrêté par la Convention de 2018, il faut le rappeler. Sur le télétravail, mes chers collègues, je suis désolé, mais c'est une annexe de ce rapport, mais c'est un gros sujet européen. D'abord, je connais une équipe de députés qui y a trait. Je ne sais pas s'il faudrait que je déclare, mais parce que je ne suis pas souvent en France quand je travaille, moi, et mon équipe non plus. Mais le côté européen est plus que transfrontalier. C'est-à-dire que nous le gérons en ce moment en transfrontalier, mais c'est également un sujet qui est européen. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent pour des employeurs très loin et qui travaillent beaucoup plus de 34 jours en télétravail. Et je crois que ça pose des problèmes. Évidemment, on dit qu'ils payent la TVA, donc ça fait des choses. Mais ce que vous avez dit sur le débat entre la reversion à la Suisse ou le travail en projet, je crois qu'on a intérêt à travailler en projet, effectivement. Donc ça pose des questions sur les coopérations européennes, en fait, les coopérations européennes dans ce cadre-là. Et évidemment, vous comprenez que ça concerne aussi les députés qui sont élus par ce qu'on appelle des diasporas, c'est-à-dire qui ont toujours cette double citoyenneté, et que nous sommes là-dedans. Je crois qu'il y a la prochaine Commission européenne a annoncé un choc de simplification. Je crois que ça serait intéressant de poser le problème du télétravail, non plus en termes de règlement multibilatéral, mais en termes de est-ce qu'on a le droit en Union européenne de travailler en télétravail à partir de quel que soit le point en Union européenne. Je crois que c'est ça le sujet qui est posé. Moi, j'avais des gens qui étaient, pendant le Covid, qui étaient salariés en Tchéquie, qui travaillaient au Portugal, parce que c'était là qu'était leur famille. Voilà. Je vous pose une question sur le contrôle, Madame la rapporteure. On parle beaucoup du contrôle. C'est un contrôle qui, pour l'instant, est positif par les personnes. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui viennent vérifier si vous êtes chez vous ou pas quand vous êtes salarié au Luxembourg ?
Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Sur cette dernière question, je crois y avoir répondu. Effectivement, par rapport à la Belgique, le contrôle est vraiment bien moindre, effectivement. Par rapport à l'organisation du travail, on est bien sur les normes européennes qui peuvent être effectivement encore travaillées. Sur la question fiscale, on en reste toujours à des accords bilatéraux. Merci, Madame la rapporteure. Au nom du groupe Horizon et Indépendants, la parole est à Madame Isabelle Ménard. Oui, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Donc, le travail dans l'entreprise s'est généralisé et a été accessible pour beaucoup au moment de la Covid-19. Il est à présent rentré dans les mœurs et dans les critères de recrutement. Nous y trouvons les gages de qualité de vie au travail, de bien-être et de liberté. Et à cela s'ajoute un impact écologique positif en réduisant les déplacements. Aujourd'hui, nous sommes interrogés sur l'opportunité de porter de 29 à 34 jours le forfait d'imposition du télétravail dans l'état de situation de l'employeur, au-delà de lequel la totalité des jours est imposée dans le pays de résidence. La portée d'une telle disposition est importante car le Luxembourg emploie 120 000 travailleurs frontaliers résidant en France. Toutefois, il convient de rappeler 2 données essentielles dans notre appréciation de cet avenant. D'abord, son caractère transitoire. Si nous soutiendrons toujours les mesures favorisant le télétravail, la modification de 29 à 34 jours du forfait d'imposition du télétravail au lieu d'activité n'est pas suffisant pour accompagner les profondes transformations de la relation au travail post-Covid. Nous partageons votre avis, Madame la rapporteure, que cette mesure n'est que transitoire, dès lors que cet avenant prévoyait déjà une clause de revoyure. Les autorités françaises et luxembourgeoises sont censées se réunir avant la fin de l'année 2024 pour en définir les modalités d'application. Ensuite, l'augmentation des jours au-delà desquels la France impose au lieu de résidence auront un impact sur le trésor public. En effet, cela fait sortir de l'imposition en France toutes les personnes qui travaillent au Luxembourg, mais payaient leurs impôts en France pour les 30 à 34 jours qui travaillaient sur leur lieu de résidence. Le groupe Horizon et Indépendants votera en faveur de ce projet de loi en attendant une solution pérenne pour les travailleurs frontaliers. Merci. Merci. Madame la rapporteure. Oui, je pense que... Pardon. Je pense que vous avez bien résumé et compris le sens de cet avenant. S'agissant la clause de revoyure, elle est vraiment importante pour toutes les questions qui ont été soulevées, co-développement, voire pousser encore le travail par rapport au confort des travailleurs transfrontaliers, avec quand même pour un syndicat que nous avons auditionné, une limite sur le développement des heures de télétravail qui pourrait revenir cher à l'employeur, notamment luxembourgeois, et qui pourrait être tenté de ce fait d'essayer de délocaliser certaines activités. Alors, on n'en est franchement pas encore là, mais c'est quelques clignotants qui s'allument dans la réflexion. Ensuite, sur le grand point d'interrogation, c'est quand on va pouvoir se tenir la 8e conférence intergouvernementale entre la France et le Luxembourg pour continuer à pousser les avancées, qu'elles soient d'ordre fiscal ou comme Madame Autain l'a dit, sur des domaines d'évasion fiscale beaucoup plus importantes, même s'il y a eu encore un léger mieux. Merci. Merci. Au nom du groupe Droite républicaine, la parole est à Monsieur Nicolas Forissier. Madame la Présidente, je vais rectifier, je n'appartiens pas au groupe Droite républicaine, UDR. Enfin, il y a une nuance, hein. La droite républicaine, non, pardon, mais pas l'UDR, j'avais compris ça. Non, j'ai dit au nom du groupe Droite républicaine. Okay, quelques mots simplement au nom de la droite républicaine et du groupe présidé par Laurent Wauquiez, en l'occurrence, dans cette Assemblée, pour dire qu'évidemment nous voterons ce texte. Et simplement pour dire que moi je suis sensible à la question, c'était évoqué par Clémentine Autain tout à l'heure, des grands groupes, de l'utilisation de pays comme le Luxembourg, encore dans le cadre pourtant européen où nous devrions harmoniser toutes nos règles. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Je suis sensible à la question d'une forme d'utilisation, j'allais dire, pour une optimisation fiscale de la part de ces grands groupes de territoires comme le Luxembourg. Et je trouve que nous devrions travailler sur ce sujet. Je ne veux pas citer de nom de grands groupes, mais j'en ai 2 ou 3 en tête. Et moi, ça m'interpelle. Parce que c'est le contraire du libéralisme, en fait. Cela étant, sur le sujet qui nous occupe dans cette convention,
et je rejoins ce que disait très justement Frédéric Petit, il s'agit aussi de faire évoluer la loi pour nos concitoyens au quotidien, pour des sujets extrêmement concrets. Et je pense que ce texte, il est évidemment nécessaire. Il est le résultat d'un dialogue constant. Il est aussi là pour répondre à des demandes, celles des travailleurs transfrontaliers. Et donc, je voulais simplement dire, au-delà de cet appel à poursuivre nos travaux de façon plus globale, notamment sur l'utilisation par certains groupes de la plateforme que peut constituer en termes d'optimisation fiscale le Luxembourg, je pense que sur ce texte, il faut évidemment que nous appelions tous à voter pour. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Oui, vous allez totalement dans le sens que j'ai évoqué tout à l'heure. Quand on a auditionné les syndicats, ce serait vraiment pour eux très négatif que cet avenant ne soit pas adopté et que du coup fasse tomber, les mettre en porte-à-faux par rapport au régime luxembourgeois qui est déjà en cours. Donc c'est la raison pour laquelle, même si j'entends toutes les discussions qui peuvent être connexes à cet amendement par rapport à cet avenant, par rapport à la Convention, je crois qu'il serait malvenu de bloquer nos transfrontaliers. Au nom du groupe Rassemblement National, la parole est à Monsieur Michel Guignot. Oui, merci Madame la Présidente, Madame le rapporteur, Mesdames, Messieurs. Votre rapport porte donc sur l'approbation d'un avenant à la Convention entre le gouvernement de la République française et celui du Grand-Duché du Luxembourg afin d'adapter la législation fiscale aux nouvelles pratiques du télétravail. En effet, pour reprendre les mots d'une autre convention fiscale de 2022, le développement du télétravail est une nouvelle forme d'organisation du travail et l'objet de la convention n'est pas de se demander s'il faut le reconnaître ou non, mais comment l'encadrer au mieux. L'article 1er vise à augmenter la période durant laquelle les dispositions fiscales de double imposition sont valables, passant de 29 à 34 jours. J'attire votre attention sur plusieurs points. Dans un premier temps, cette disposition apparaît plutôt faible comparé aux 45 jours de l'accord avec la Suisse du 27 octobre 2022 et surtout en considérant le fait que la moyenne de télétravail des travailleurs français est de 90 jours par an selon les chiffres de l'adresse de 2024. Également, il ne s'agit nullement d'une convention qui vient limiter le nombre de jours de télétravail auxquels ont droit les transfrontaliers, mais bien le nombre de jours pour lesquels un État ou l'autre percevra l'impôt. Enfin, aucun dispositif de contrôle de cette période n'est prévu par la Convention. Comment vérifier son application? L'article 2 est un article de mise en cohérence. L'article 3 précise que des dispositions s'appliquent dans la prochaine période fiscale. Or, l'article 3 avait été préparé en 2019, signé en 2022 par le Luxembourg et en cours d'approbation chez nous en 2024. Il semble complexe que les États puissent se rencontrer avant le 31 décembre 2024 pour définir les conditions fiscales devant s'appliquer à partir du 1er janvier 2025. Enfin, l'article 4 précise les dispositions d'application de l'avenant. Toutefois, la disposition numéro 2 m'interroge. Elle prévoit que les dispositions s'appliquent aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2023. Savez-vous pourquoi il n'y a pas de mention du fait que cela entrerait en vigueur au 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'avenant, comme c'est l'usage pour les autres avenants ou conventions? La France va-t-elle devoir débloquer les crédits d'impôt pour la période fiscale de 2023 après la perception des impôts pour les transfrontaliers concernés et quel en sera le coût? Espérant que vous pourrez répondre à mes interrogations, Madame le rapporteur, je vous indique donc que nous voterons en faveur de cet accord qui vise à adapter la législation fiscale au recours croissant au télétravail pour une large partie de la population. Merci. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Oui, par rapport à votre dernière question, effectivement, il y aura un effet rétroactif. Il y aura un effet rétroactif de prévu par l'administration fiscale, tout simplement parce que cet avenant est au bénéfice des transfrontaliers français et donc ne bloquera pas la mise en accord de cet avenant. Par ailleurs, il y a déjà, alors, même si j'ai dit qu'il n'y avait pas eu encore de date de prévue pour la commission intergouvernementale, il y a eu une rencontre entre les services fiscaux français et du Grand-Duché le 4 décembre dernier pour justement pouvoir, en cas de non-ratification dans les délais par la France, de pouvoir rendre malgré tout
faisable cet avenant. Je confonds toujours avenant et amendement. Je suis désolée, c'est un lapsus de termes. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté par rapport à faire bénéficier, même d'une manière rétroactive, les transfrontaliers. J'avais une troisième question qui était dedans, mais je vous demandais tout à l'heure, c'était la première des trois questions, y a-t-il un dispositif de contrôle de cette période n'est pas prévu par la Convention? Comment vérifier son application? C'était ma première question. Je l'ai dit, hein, les contrôles français sont quand même bien moins intrusifs que les contrôles belges. Le contrôle belge va même jusqu'à regarder les télécommunications pour voir d'où elles sont passées et si ça correspond à où elles sont passées et donc où ça correspond à quel pays. On n'en est pas là. Sur l'administration française, on se contente de pouvoir cocher des cases sur l'imposition, les documents d'imposition. Au nom du groupe Ensemble pour la République, Madame Brigitte Klinkert. Merci Madame la Présidente, Madame la Rapporteure. Ce projet de loi qui autorise l'approbation de l'avenant à la Convention entre la France et le Luxembourg représente une avancée dans notre coopération fiscale et est en effet, chers collègues, très attendu par les travailleurs transfrontaliers puisqu'il vise d'abord à éviter la double imposition qui est une injustice fiscale, mais aussi à lutter contre l'évasion et la fraude fiscale, qui sont de vrais enjeux pour notre pays, et en particulier pour nos finances publiques. La convention initiale de mars 2018 entre la France et le Luxembourg intègre les modernisations fiscales définies par l'OCDE, et elle remplaçait alors le cadre qui était en vigueur depuis avril 1958. Cette convention reflète l'engagement des deux États à respecter les principes de transparence et de justice fiscale, en renforçant les mécanismes d'échange d'informations et en prévoyant des dispositions spécifiques pour contrer l'érosion de la base d'imposition. Ce texte permettra d'assurer une meilleure coopération fiscale. Cet avenant qui a été signé le 7 novembre 2022, dans le cadre, il faut le rappeler, post-crise sanitaire, porte des mesures de modernisation, notamment pour les travailleurs transfrontaliers. L'avenant propose un cadre plus souple pour le travail des frontaliers et ces mesures sont particulièrement attendues par les populations transfrontalières. Ce seuil de 34 jours qui est aligné avec les conventions bilatérales du Luxembourg avec la Belgique et l'Allemagne vise à harmoniser les règles pour tous les travailleurs transfrontaliers. Pour rappel, au dernier trimestre 2024, ce sont près de 224 000 salariés transfrontaliers qui travaillaient au Luxembourg, soit 47% de tous les salariés du Luxembourg. Il est donc impératif que nous garantissions aussi à l'avenir un cadre juridique moderne, équitable et efficace pour réguler ces échanges, tout en évitant les doubles impositions et en limitant les abus fiscaux. C'est pour les avancées que cet avenant porte en matière de télétravail qui va modifier le quotidien des salariés transfrontaliers et pour renforcer notre coopération fiscale en Europe que le groupe Ensemble pour la République soutient cet avenant, ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus, puisque c'est dans la même ligne que la présentation que j'ai faite. Et je réitère effectivement l'importance pour les transfrontaliers de cet avenant. Si cet avenant est voté, ça permettra de pouvoir organiser cette fameuse commission intergouvernementale et mettre d'autres sujets sur la table, notamment l'indemnisation du chômage. Donc c'est la raison pour laquelle nous aurions tout intérêt à ne pas bloquer pour pouvoir ouvrir plus largement, conformément à l'attente de certains de nos collègues et des attentes très justes par ailleurs. La parole, au nom de la France Insoumise, est à Monsieur Aurélien Taché.
Oui, merci Madame la Présidente. Alors, Madame la rapporteure, effectivement, on comprend bien le souhait des travailleurs transfrontaliers qui travaillent au Luxembourg d'avoir plus de jours de télétravail sans conséquence sur leur régime fiscal, puisque c'est de ça qu'il s'agit, au vu des distances parfois longues que ces déplacements peuvent occasionner. Mais on ne pouvait pas présenter les choses comme si vraiment il n'y avait aucune conséquence sur le plan fiscal, puisqu'il s'agit bien d'un avenant qui est signé, qui est proposé à la Convention fiscale du 20 mars 2018 et qui prévoit de relever le forfait de télétravail de 29 à 34 jours, donc de retarder finalement le moment où le taux d'imposition français s'applique. Donc il y a une perte qui est estimée par nos collègues sénateurs entre 30 et 60 millions d'euros pour le prélèvement de l'impôt. Donc non, nous ne pourrons pas soutenir un tel avenant qui finalement, encore une fois, est d'abord un arrangement dans l'intérêt du Luxembourg. Et que la France se plie devant les exigences fiscales de ce pays ne peut pas nous convenir. Il est au cœur du phénomène d'évasion fiscale. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire européen de la fiscalité qui dresse ce constat. Et au lieu d'alléger finalement la fiscalisation des travailleurs transfrontaliers, en augmentant donc le nombre de jours de télétravail autorisés, nous pensons au contraire qu'il faudrait mettre en place un système de rétrocession fiscale. C'était d'ailleurs ce qu'avait proposé notre collègue Martine Etienne dans la précédente mandature, car le Luxembourg ne nous reverse pas les impôts qu'il perçoit des travailleurs résidant en France. Et ça a un vrai coût pour nos régions transfrontalières. Les services publics et les infrastructures de ces régions ne sont plus financés par les travailleurs transfrontaliers puisqu'ils paient leur impôt au Luxembourg, alors même qu'ils en bénéficient quotidiennement. Et les communes et départements ne peuvent plus assumer seuls ces dépenses. En plus de cette dégradation des services publics, l'attractivité économique très forte du Luxembourg, ça contribue aussi à désindustrialiser les territoires, notamment en Moselle, qui sont très concernés par ces travailleurs transfrontaliers, 121 000 au total, travailleurs transfrontaliers français qui vont au Luxembourg. Donc pour toutes ces raisons, nous ne souhaitons pas bien sûr priver les Français de leur emploi au Luxembourg, mais nous souhaitons et nous plaidons pour un mécanisme de rétrocession fiscale qui ferait que le Luxembourg reverse à la France une partie des impôts levés sur les travailleurs. Ces mécanismes existent déjà, la France le fait avec la Suisse, et donc il faut pouvoir aller dans ce sens aussi pour le Luxembourg, et dans l'attente, nous voterons contre ce projet d'avenant. Merci. Madame la rapporteure. Oui, j'entends, et effectivement la France souhaite davantage aller vers le système de convention fiscale tel qu'il est proposé avec la Suisse. Pour autant, il faut négocier. Et pour négocier, il faut créer les conditions de négocier. Et c'est la raison pour laquelle j'en appelle au non-blocage pour qu'on puisse tendre vers ces dispositions. Par rapport à la perte de la fiscalité en France, moi je relativiserai dans la mesure où les revenus du télétravail perçus au Luxembourg sont désormais intégrés dans l'appréciation globale du patrimoine du déclarant, ce qui peut de temps en temps lui amener à franchir une tranche supplémentaire s'il a un patrimoine foncier ou autre. En revanche, il bénéficie d'un crédit d'impôt qui régularise qui ne lui fait pas une double imposition sur les heures de télétravail. Donc, et puis je pense qu'il faut faire le distinguo entre ce qui relève de la fiscalité pour les travailleurs, qui, soit dit en passant, n'est pas toujours beaucoup plus avantageuse au Luxembourg, selon les tranches dans lesquelles on se situe, et notamment les revenus. Donc attention à ne pas généraliser cet avantage fiscal dès lors qu'on est déclaré au Luxembourg. Certains préfèrent déclarer en France. Et puis le problème de tout ce qui est la fiscalité et l'implantation des entreprises avec les évasions fiscales, même si là, je réitère encore une fois que 2018 a quand même amené, la Convention de 2018 a amené des contre-feux. Merci Madame la rapporteure. Souhaite encore s'exprimer en son nom en 1 minute, Monsieur Frédéric Petit. Oui, 2 remarques. D'abord, il n'est pas question que le Luxembourg ne rétrocède pas, c'est le mode de rétrocession. Je crois que Madame la rapporteure, vous l'avez très bien expliqué. Les régions, les collectivités territoriales préfèrent le système sur projet, l'A31, moi j'ai été élevé en Lorraine, moi, l'A31, le TER régional qui va jusqu'à Luxembourg, etc. Donc c'est ça, c'est pas de dire ils ne vont pas payer, c'est de dire au lieu de payer à Paris et qu'après ça vienne, je ne sais pas comment ça revienne en Lorraine, c'est de dire on préfère faire des projets concrets d'infrastructures communes avec le Luxembourg. Vous avez parlé des hôpitaux qui vont arriver, etc. Et puis le manque à gagner qu'on évalue,
il part de zéro, parce qu'avant, on ne le faisait pas du tout. Et on ne le faisait pas du tout. Donc, il faut pas. C'est un manque à gagner qui n'est pas ce qu'on appelle dans l'entreprise, qui n'est pas cash. C'est-à-dire, c'est un manque à gagner extrêmement virtuel, puisqu'avant, nous ne le faisions pas du tout d'évaluer le fait que, puisque je ne travaille pas aujourd'hui au Luxembourg, que je travaille en France, eh bien, cette journée doit être comptée comme un revenu en France. Nous ne le faisions pas du tout avant. Nous avons posé la question au moment du Covid. Madame la rapporteure. Oui, moi je confirme avec les auditions que les collectivités préfèrent effectivement ces accords de co-développement, et notamment sur le ferroviaire. Il y a 440 millions de projets de part et d'autre, enfin globaux plutôt, avec le Luxembourg et la France, 220 millions de décidés. Je ne suis pas sûre qu'actuellement l'État français pourrait de lui-même accorder cette somme pour des travaux d'aménagement en termes de mobilité, le rail, ce qui, le travail transfrontalier par télétravail permet aussi, sur le plan environnemental, de pouvoir aussi limiter ces déplacements. Donc, effectivement, les collectivités préfèrent prendre ce qui est à prendre directement et négocier ce qui est à négocier directement. Et bien sûr, et s'adapter, et ouvrir et d'aller sur d'autres chantiers tels que la santé, tels que l'éducation. Donc c'est un projet territorial beaucoup plus global. La parole est à Monsieur Stéphane Vogetta. Merci Madame la Présidente. Je souhaitais simplement réagir brièvement à certains propos, notamment ceux de notre collègue Taché, sur l'évasion fiscale. Je pense que Monsieur Taché, vous êtes malheureusement aveuglé par vos préjugés sur peut-être le Luxembourg, mais en particulier aussi sur tous ceux qui veulent travailler à l'étranger, qu'ils soient français de l'étranger ou transfrontaliers. En l'occurrence, regardez les chiffres, comparez les taux d'imposition sur le revenu des personnes physiques entre la France et le Luxembourg, c'est extrêmement similaire, et il n'y a qu'au-dessus de 200 000 euros de revenus annuels que le Luxembourg est légèrement plus intéressant. Or, les transfrontaliers, les travailleurs frontaliers, ils viennent du bassin d'emploi de Thionville, du Cange, d'Erserange, Longwy, Mont-Saint-Martin. C'est ma région d'origine, et je peux vous assurer que ce n'est pas un bassin d'emploi qui génère des personnes qui vont prendre des salaires de 200, 300, 400 000 euros au Luxembourg. En revanche, effectivement, il y a une problématique de transport. Le trafic routier, qui constitue 80% du trafic des transfrontaliers entre la France et le Luxembourg, est bloqué tous les matins, tous les soirs. Et pour ces personnes, eh bien, 5 jours de télétravail en plus, ça leur permettra d'éviter d'être dans les bouchons, peut-être 5 lundis de plus par an. Les bouchons qui sont particulièrement compliqués les lundis, le jour du retour des poids lourds sur la 31. Donc, moi, bien franchement, je ne vote pas aujourd'hui, mais si je votais, je serais extrêmement en faveur de cet avenant. Merci, cher collègue. Je vais donc mettre aux voix l'article unique. Qui est pour? Qui est contre? L'article unique est adopté. Le projet de loi numéro 548 est donc adopté sans modification. Merci Madame la rapporteure. La séance est suspendue pour 2 minutes.
Le deuxième des textes inscrits à notre ordre du jour de ce matin est le projet de loi autorisant la ratification du traité sur la coopération dans le domaine de la défense entre la République française et le Royaume d'Espagne, signé à Barcelone le 19 janvier 2023. Monsieur le rapporteur, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous sommes effectivement saisis d'un projet de loi de ratification d'un traité franco-espagnol signé le 19 janvier, je vais y revenir, 2023 à Barcelone, qui porte sur la coopération en matière de défense et sur le statut des forces des deux pays. Il faut rappeler d'abord que tout ça se passe dans le contexte d'une relation bilatérale qui est excellente entre nos deux pays. D'ailleurs, noter que dans les auditions auxquelles j'ai pu participer, les termes confiance, proximité ont été utilisés à de multiples reprises. Je ne pense pas que Stéphane Vojetta dira le contraire. Nous partageons beaucoup de valeurs avec l'Espagne et très souvent des ambitions communes. Les domaines de coopération sont très variés. Dans le rapport, je présente, et je ne vais pas être trop long là-dessus, notamment notre relation commerciale. La France est le premier client de l'Espagne en matière de biens et son troisième fournisseur. La coopération éducative et culturelle. On peut donner, par exemple, rappeler le fait qu'on a 19 alliances françaises en Espagne. Donc, très honnêtement, nous avons beaucoup de coopération. Et je rappelle aussi qu'en novembre dernier, la France a été le premier pays à répondre au déclenchement du mécanisme de protection civile de l'Union européenne par l'Espagne, à la suite des intempéries, des inondations qui ont provoqué la mort de plus de 230 personnes, à laquelle d'ailleurs je pense que nous pouvons ce matin à nouveau rendre hommage. Alors, si on veut résumer notre coopération, eh bien au fond, il faut reprendre le traité d'amitié qui a été signé le 19 janvier 23, qui est surnommé le traité de Barcelone, et qui est un peu le pendant de ce qui a été fait avec l'Allemagne, avec le traité d'Aix-la-Chapelle en 2019, et avec l'Italie en 2021, ce qu'on appelle le traité dit du Quirinal. Le traité de Barcelone donc présente en détail notre relation bilatérale avec un grand partenaire européen, prévoit de la renforcer. Je précise qu'il n'est pas encore le traité d'amitié global ratifié, puisqu'il y a un problème très technique. Il faut modifier la loi espagnole pour autoriser ce qui est prévu notamment dans ce traité d'amitié, c'est à la présence d'un ministre français ou inversement au Conseil des ministres tous les 3 mois. Il faut que le Sénat encore modifie et une fois que cette modification sera terminée, on pourra avoir la ratification par l'Espagne du traité d'amitié global. Ce que je veux dire, surtout, il faut bien le comprendre, c'est que nous ne parlons pas du traité dit de Barcelone, mais d'un traité qui a été signé le même jour et qui est une déclinaison en matière de coopération de défense à Barcelone. Et c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Il y avait un sommet franco-espagnol à Montauban en 2021 qui avait dit il faut absolument qu'on actualise notre coopération en matière de défense. Le travail a été fait sur la base d'un texte espagnol qui a été amendé par les Français et nous sommes arrivés à la signature de ce traité de défense lors du 19 janvier 2023, lors du traité, de la signature du traité de Barcelone plus global. Alors la coopération nous avons en matière de défense avec l'Espagne, elle est dynamique. On a plusieurs actions conjointes, notamment dans le cadre de l'OTAN, notamment dans le cadre de l'ONU, que nous conduisons ensemble. Je pense notamment, depuis novembre, au fait que l'Espagne a rejoint le groupement tactique commandé par la France en Roumanie, la mission Aigle. L'Espagne contribue à hauteur de 250 personnels et 35 véhicules à cette opération qui est gérée par la France. Nous avons aussi, comme les Espagnols, des personnels en nombre important dans le cadre de la FINUL au Liban, 680 pour l'Espagne contre environ 580 pour la France. Et on pourrait aussi parler de la coopération qui s'est traduite par l'envoi d'une cinquantaine de personnels espagnols pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, notamment en matière de surveillance radar. Il y avait 50 personnes près de Marseille. En parallèle, on peut aussi évoquer la coopération capacitaire. Mon collègue Sébastien Saint-Pasteur, je pense, y reviendra plus en détail au titre de la Commission des Défenses, mais on a des programmes structurants sur lesquels nous travaillons ensemble. Je pense à l'avion de transport multirôle tactique A400M et stratégique MRTT, au projet Eurodrone, aux hélicoptères Tigre et NH90. Et nous avons aussi un programme d'observation de la Terre par satellite, ou encore, bien sûr, le travail commun dans le cadre du système de combat aérien du futur, le SCAF. Mais je n'insisterai pas sur ces sujets capacitaires. Je voudrais insister, par contre, sur le fait que l'Espagne
aujourd'hui une grande ambition pour sa base industrielle et technologique de défense, traduite dans une stratégie industrielle de défense publiée en 2023. Et sur certains segments, il faut le savoir, l'Espagne peut être amenée de plus en plus à concurrencer la France, pour laquelle l'industrie de l'armement est importante. Mais je crois qu'il faut souligner, et c'est peut-être l'intérêt aussi de ce traité, que nous devons au contraire essayer d'être dans une logique de coopération et de confiance, même si l'Espagne, et c'est bien normal, développe sa base industrielle et technologique de défense, nous devons, compte tenu du contexte international et des enjeux qui sont les nôtres, de plus en plus réapprendre à travailler ensemble. Et ce traité, quelque part, actualise et relance à la fois la concertation, mais aussi la confiance. Notre coopération bilatérale sur le plan juridique, cela dit, s'appuyait sur un accord qui datait de 1983, soit plus de 40 ans, et qui notamment avait besoin d'être actualisé parce que cet accord de 1983 notamment ne prenait pas en compte ce qu'on appelle le statut des forces, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la présence et au statut des militaires français en Espagne, par exemple, ou l'inverse. Et donc, il y a eu une actualisation dans le traité, c'est le principal apport, la principale nouveauté de ce cadre du statut des forces, qui est plus précisé avec des développements, je pense notamment à un certain nombre de sujets de coopération sur le rôle des femmes, sur l'écologie, qui vont être rajoutés au-delà des dispositions particulières qui sont plutôt réunies dans les articles 7 à 12, vous le retrouverez dans le rapport, et qui permettent de mieux préciser les statuts des personnels, y compris en matière de médecine militaire, d'imposition, de port des insignes, etc. Ce traité, donc, est un traité d'actualisation, mais il réaffirme aussi notre relation, il réaffirme la nécessité d'être plus que jamais dans la proximité, la confiance, pour ces deux pays qui sont très proches géographiquement, qui ont une vision commune des efforts de défense, à la fois d'un point de vue géographique, je pense notamment au fait que nous avons sur la Méditerranée, sur la partie Maghreb et sahélienne de l'Afrique, beaucoup d'analyses qui sont communes, et deuxièmement, nous avons une vision du renforcement, de la nécessité du renforcement de la défense européenne et du travail commun en matière de défense européenne, en particulier dans le contexte de l'élection de M. Trump, ça s'est encore vérifié récemment, nous avons une vision commune, et donc la France et l'Espagne, dans le cadre de ce traité, au-delà des dispositions classiques, bien que ce traité soit finalement assez bref par rapport à d'autres traités, eh bien, la France et l'Espagne réaffirment leur coopération. Je ne veux pas être trop long, Madame la Présidente, vous avez tout dans le rapport, mais en gros, dans les principaux articles, l'article 4 présente les domaines de coopération qui sont plus nombreux et plus variés, plus précis que ce qui était prévu aussi dans d'autres accords de défense. Je ne vais pas les lister, mais on peut notamment rappeler qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été rajoutés. Je cite renseignement, lutte contre le terrorisme, cyberdéfense, menace hybride, spatiale. Donc on va beaucoup plus loin et de façon plus précise qu'avant. De même, cet article comprend le domaine capacitaire, avec notamment les coopérations industrielles et technologiques dans le domaine de la défense et des projets et programmes communs dans le domaine capacitaire. Et puis enfin, il y a la question, je l'ai dit tout à l'heure, des crises sanitaires, l'impact du changement climatique, le rôle des femmes dans les forces armées, qui n'était absolument pas présent et qui là aussi viennent compléter cette liste assez exhaustive. L'article 5 décrit des formes concrètes, je ne vais pas là non plus rentrer dans le détail, que peut prendre cette coopération, formation, entraînement, échange d'officiers, etc. L'article 6 institutionnalise plusieurs espaces de consultation et notamment recrée le Conseil franco-espagnol de défense et de sécurité qui avait été abandonné après sa création en 2005, qui est relancé par le traité de Barcelone et le traité de défense qui va de pair. Il s'est réuni, je le dis, une fois en parallèle du traité de Barcelone, donc en 2023. Il n'y a jamais eu d'autres réunions. Alors, il faut les deux ministres de la Défense et les deux ministres des Affaires étrangères. Donc, c'est un peu compliqué à faire. En plus, la période politique récente n'a pas facilité les choses. Mais cela étant, il serait utile, je le dis à la Commission et je le dis dans mon rapport, de bien surveiller la récurrence et la régularité de cette réunion, qui est très importante pour mettre en œuvre cette coopération militaire et de défense. Mais évidemment, il faut tenir les engagements et pour l'instant, ça n'a pas encore été fait.
voilà. Les conséquences concrètes de ce traité, je pense les avoir évoquées. On sait que la coopération en matière de défense était déjà très bonne. On peut aller plus loin dans le cadre avec un cadre juridique plus complet et pérenne. Je ne vais pas insister sur ces différents éléments comme je l'ai fait déjà. Nous avons une vision commune des menaces avec l'Espagne. Nous avons la même ambition en matière de défense européenne, je l'ai rappelé tout à l'heure. La France comme l'Espagne promeuvent l'autonomie stratégique de la défense européenne tout en s'impliquant activement dans les activités de l'OTAN. Et ce n'est pas anodin dans la période actuelle là aussi. Cette coopération doit permettre de renforcer le pilier européen de l'OTAN, au sein de l'OTAN, y compris dans le contexte de guerre en Ukraine et d'évolution des positions américaines ou d'exigence des positions américaines. Alors évidemment, cette coopération, on pourrait nous dire, bah oui, mais elle se fait entre deux pays qui n'ont pas du tout le même niveau d'armée et le même niveau en matière d'investissement budgétaire. C'est vrai. Cela étant, nous, on est en gros à 47,2 milliards, je pense, sous le contrôle de Sébastien, d'efforts de défense hors pension, alors que l'Espagne est autour de 16 milliards. Nous avons dépassé les 2%, alors que l'Espagne était encore l'année dernière à 1,28%. Mais elle s'est fixée comme objectif, malgré les complexités politiques qui peuvent retarder éventuellement les choses, d'atteindre en 2030 2%. Et les deux pays, encore une fois, ont intérêt à aller dans la même direction, je l'ai suffisamment dit. Donc ce n'est pas un partenariat déséquilibré. Les armées ne sont pas identiques, les budgets ne sont pas équivalents, mais l'Espagne reste un partenaire de premier plan pour la défense européenne. Et elle a récemment pris conscience, encore une fois, de l'importance de renforcer son armée et son esprit de défense. Et le fait qu'il y ait cette coopération particulière avec la France et cette proximité, à mon avis, ne peut être que saluée. Donc, comme je vous le dis, rapporteur pour avis, je rajoute juste un petit élément. J'ai pu interroger et voir le chargé d'affaires à l'ambassade d'Espagne. Je m'occupe, comme vous le savez, de suivre le budget des affaires étrangères, l'action extérieure de l'État. Est-ce que les moyens pour mettre en œuvre cette coopération sont suffisants à l'ambassade de France? Honnêtement, la réponse qui m'est faite et les vérifications qui sont faites sont positives. Et donc, de ce point de vue, je n'ai pas de question. Cette petite parenthèse supplémentaire et budgétaire étant rajoutée, je vous invite donc, dans l'esprit de ce que je viens de dire, à soutenir sans réserve l'autorisation de la ratification de ce traité. Je précise que l'Espagne a pour sa part ratifié le texte de défense. Elle est en retard sur le traité global d'amitié, mais elle a ratifié le traité de défense. D'ailleurs, la loi espagnole nécessite qu'on appelle ça un traité et non pas un accord de défense, je le précise. Et la ratification par la France, qui est maintenant attendue, permettrait donc l'entrée en vigueur de ce traité, comme ça a été le cas récemment sur d'autres traités de coopération, mais avec un point tout particulier pour l'excellence de cette coopération franco-espagnole. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à Monsieur le rapporteur pour avis pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je souhaite tout d'abord vous remercier Madame la Présidente de m'accueillir pour présenter l'avis de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées sur ce projet de loi. Féliciter également mon collègue rapporteur pour la qualité et la complétude du travail, et je pense qu'il a eu autant de plaisir à travailler avec l'administration et les services qui nous ont évidemment beaucoup accompagnés dans un temps très court. Je vous remercie. Et je vous rejoins. Et dans un temps très court, puisque j'ai été nommé rapporteur pour avis mercredi dernier. Donc on essaie d'être réactif, il faut savoir s'adapter aux contraintes du moment. Donc sans plus tarder, je vous livre l'avis de la commission qui s'est tenue ce matin, qui a été favorable et de façon unanime par les membres présents. Donc c'est plutôt une chose positive. Et comme j'ai pu le dire ce matin devant la commission de la Défense, la ratification de ce traité, elle me semble nécessaire, indispensable, et cela pour plusieurs raisons. D'abord des raisons techniques, le cadre juridique de la coopération bilatérale ayant besoin d'être réactualisé, des raisons qui tiennent à la protection de nos forces, ensuite, puisque nous n'avions pas d'accord sur le statut des forces avec l'Espagne, le SOFA. Ce traité y pallie et permettra, là encore, de sécuriser le cadre juridique de la coopération entre les personnels militaires et civils des armées françaises et espagnoles. C'est l'accès aux soins, c'est les problématiques fiscales, c'est lorsque malheureusement un soldat décède, voilà, la régularisation et le cadrage juridique plus fin et plus opérationnel.
Des raisons plus stratégiques et politiques ensuite, alors que l'environnement international, ça a été évoqué, se caractérise par le retour de la guerre en Europe et des menaces toujours moins dissimulées de la part de nos compétiteurs stratégiques. Et dans ce contexte nouveau, il est important d'envoyer un signal fort à l'égard de nos compétiteurs. La France doit renforcer ses liens et sa coopération multidomaine avec ses partenaires historiques de confiance, au premier rang desquels figure bien sûr l'Espagne. Je rejoins l'avis qui a été formulé par monsieur le rapporteur sur la qualité de la coopération que nous entretenons avec l'Espagne. Nous partageons évidemment une volonté commune de renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne, qui passe bien sûr par la consolidation de la base industrielle de technologie et de défense européenne, la BITDE. Ce traité va dans ce sens en promouvant une coopération renforcée au niveau opérationnel, stratégique et capacitaire. Au niveau capacitaire, la coopération industrielle franco-espagnole est particulièrement avancée dans le domaine aérospatial, sur les programmes d'avions de transport A400M, sur l'avion ravitailleur multirôle, l'A330, sur la rénovation à mi-vie des hélicoptères Tigre. Des programmes sont évidemment développés en commun, comme le SCAF, qui a fait l'objet de beaucoup de questionnements ce matin en commission, ou l'Eurodrone. Ces programmes font l'objet de discussions évidemment particulièrement intenses et devront franchir des jalons importants dans les prochains mois, évidemment, qui décideront probablement de leur avenir. À titre personnel, je regarde d'un très bon œil le développement de ces programmes de coopération européenne, à la condition qu'ils respectent nos exigences. Pour le SCAF, par exemple, au niveau de la dissuasion, de la navalisation, la liberté d'exportation française, et le fait que le coût du système finalement conçu en coopération soit inférieur au coût du développement strictement national. Ce traité, évidemment, il n'a pas la prétention de pouvoir résoudre du jour au lendemain les divergences industrielles ou d'éventuels désaccords politiques entre les trois États parties prenantes au SCAF, Espagne, France et Allemagne. Il ne décidera pas de l'entrée ou non du SCAF dans la phase 2 du projet, mais il pourrait modestement renforcer la cohésion du couple franco-espagnol dans la phase de négociation préalable à l'ouverture de la phase 2 du SCAF. Les instances de concertation prévues par le traité permettront peut-être aussi de faciliter les discussions politiques et industrielles à venir sur les projets capacitaires où les entreprises des deux nations sont en concurrence directe. Je pense notamment au projet d'intercepteurs endo-atmosphériques à l'heure où on parle des missiles hypersoniques dont la vitesse paraît parfois difficile à appréhender. Donc pour l'ensemble de ces raisons, la ratification de ce projet de loi me paraît nécessaire. Mes collègues de la Commission de la Défense se sont également exprimés en ce sens ce matin et je vous remercie, chers collègues, pour votre attention. Merci, monsieur le rapporteur, pour avis. Au nom du groupe écologiste et social, la parole est à monsieur Jean-Louis Roumégas. Oui, merci. Face à l'essor de nouvelles menaces et d'un contexte sécuritaire incertain à l'échelle mondiale, on en a parlé largement ce matin, il est essentiel que les pays européens renforcent leurs liens et la ratification du nouveau traité de coopération avec notre allié espagnol va évidemment dans ce sens-là. Ce traité vient actualiser l'accord de 1983 en facilitant le dialogue entre nos deux pays, notamment grâce à la création de plusieurs instances et en y intégrant des références au cadre de coopération multilatéraux de l'OTAN ou de l'UE. Il y a donc un double intérêt. Ça nous permet non seulement de relancer les relations franco-espagnoles, qui avaient été quand même un peu refroidies ces dernières années par les désaccords autour du projet gazier transpyrénéen, mais il nous permet aussi de renforcer la coopération européenne et nord-atlantique. L'Europe, qui est prise en étau entre l'appétit russe et les menaces américaines de lâcher l'OTAN, doit plus que jamais renforcer ses liens en matière de défense. Et donc c'est la raison pour laquelle nous allons voter pour la ratification. S'il n'y a rien à ajouter, monsieur le rapporteur. Absolument rien à rajouter. Je souscris à tout ce qui vient d'être dit par notre collègue. Mais c'est clair qu'il y a un signe au-delà de l'aspect technique ou de l'élargissement et de la sécurisation juridique que permet ce traité. Il y a un signe qui est donné, qui est le renforcement d'une vraie coopération de confiance entre la France et l'Espagne, notamment en matière de défense, et qui doit se traduire, vous l'avez dit, dans le cadre notamment de l'évolution de la politique européenne de défense, de la meilleure coopération européenne versus que vont faire les États-Unis de M. Trump. Donc vous avez souscrit à ce qui a été dit.
Au nom du groupe démocrate, la parole est à Madame Anne Bergans. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs, chers collègues. En tant que pays voisin, ami, allié historique au sein de l'OTAN, la République française et le Royaume d'Espagne disposent d'une longue tradition de coopération en matière de défense, jusqu'à présent formalisée par l'accord signé il y a 40 ans. Il nous est aujourd'hui proposé d'écrire une nouvelle page de cette relation bilatérale historique en adoptant le projet de loi autorisant la ratification d'un nouveau traité signé à Barcelone. Ce texte formalise l'ambition partagée par le président de la République Emmanuel Macron et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, d'avancer ensemble vers un accord plus moderne, plus adapté aux nouvelles menaces auxquelles nos deux pays sont exposés. Ainsi, tout en reprenant les fondamentaux de l'accord de 1983, ce cadre rénové doit nous aider à mieux faire face aux attaques hybrides désormais omniprésentes, vous l'avez dit, dans les nouveaux espaces de conflictualité tels que le cyber, le champ informationnel, l'espace et les fonds marins. Elle apporte également un cadre de coopération bienvenu dans d'autres domaines tels que l'énergie, le changement climatique ou encore le rôle des femmes au sein des forces armées. Ce traité précise par ailleurs que des consultations régulières seront menées entre nos deux pays dans l'optique d'établir des positions communes sur différents sujets internationaux. Et ce, notamment grâce à la création d'un conseil franco-espagnol de défense et de sécurité, instance où pourront se retrouver les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Enfin, nous nous réjouissons que le nouveau traité inscrive de manière explicite la coopération franco-espagnole dans le cadre d'une étroite complémentarité avec nos partenaires communs de l'OTAN et de l'Union européenne. Cette référence à nos instances multilatérales actives à l'échelle européenne constitue un réel progrès, car face à des menaces qui ciblent notre continent dans sa globalité, il est plus que jamais nécessaire que nous construisions ensemble l'architecture de notre sécurité commune, considérant que ce traité constitue à ce titre une opportunité réelle de renforcer l'alliance entre nos deux pays. Le groupe Les Démocrates votera en faveur d'un projet de loi de ratification. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Quelque chose à ajouter, monsieur le rapporteur? Mais juste pour aller là aussi, pour souligner la convergence avec ce que j'ai moi-même dit, et je le précise d'ailleurs aussi au nom des Républicains, je ne sais pas si j'ai le droit d'être, comme je suis le seul présent, qui voterait pour en tout cas. Juste un point, le CFDES, enfin le Conseil franco-espagnol, c'est le CFEDS de défense et de sécurité, qui doit normalement se réunir au moins une fois par an. Je le redis, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il est très important d'attirer l'attention de nos gouvernements respectifs, et c'est peut-être le rôle, y compris du rapporteur de ce texte, de le faire prochainement, sur la nécessité qu'ils se réunissent. Parce que si l'impulsion n'est pas donnée au niveau ministériel tous les ans, comme c'est prévu par le texte, ben, on va être dans une espèce d'affadissement de ce traité. Alors, vous l'avez souligné, je pense que c'est très important de le rappeler, cette instance de concertation au plus haut niveau, qui ne mésestime pas les autres instances à des niveaux, à des étages inférieurs, entre guillemets, dans le cadre de cette coopération, cette instance doit absolument se réunir. Vous l'avez bien dit, je voulais le souligner. Au nom du groupe Rassemblement National, la parole est à monsieur Michel Guignot. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs. Le rapport que vous présentez aujourd'hui porte sur le traité, donc sur la coopération dans le domaine de la défense, vous l'avez dit, entre la République française et le Royaume d'Espagne. Ce nouveau traité qui vient actualiser l'accord en vigueur qui avait été signé le 7 octobre 1983, ça date déjà, et apporte des modifications importantes pour renforcer la réponse commune aux nouvelles menaces, notamment hybrides, pour protéger les flux stratégiques, défendre notre liberté d'action dans les espaces stratégiques contestés, dont l'espace cyber, et renforcer la coopération de nos forces armées. L'étude d'impact précise que 225 personnes sont concernées par les enjeux du traité et que le formalisme du traité a été privilégié à un accord pour donner plus de solennité à cette actualisation. Si cette actualisation était nécessaire, il est regrettable, en tout cas pour moi, de constater qu'un accord de défense entre deux pays souverains fasse figurer en son article 3 une volonté de renforcer la défense à l'échelle de l'Union européenne et une complémentarité avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.
pour le port et l'utilisation d'armes létales par des agents publics étrangers sur le territoire national, régi par l'article 8. Il s'agit d'un sujet particulièrement délicat puisqu'il s'agit pour la France comme pour l'Espagne de consentir à ce qu'une puissance étrangère puisse disposer d'hommes en armes sur le territoire. Mais cette concession sur des enjeux de souveraineté est malheureusement rendue nécessaire par les enjeux de sécurité liés à l'importation du terrorisme et de comportements barbares. J'attire votre attention sur le point 1 de l'article 12 du traité qui vient établir que les membres en mission sont exonérés pour la partie d'accueil du paiement de tout impôt lié aux biens mobiliers à usage personnel dont ils sont propriétaires et en lien avec leur présence sur le territoire national. J'en déduis qu'il s'agit d'une exonération du timbre fiscal pour la carte grise d'un véhicule, mais cette exonération vaut-elle également pour la TVA de façon globale ? Je note également que cet article 12 ne vise que les biens mobiliers et non les immeubles dont l'exonération ne peut porter sur les impôts fonciers s'ils doivent se loger sur une longue durée hors d'une caserne. Est-ce bien le cas ? Également à l'article 16 sur la répartition des frais des opérations, l'étude d'impact précise que cela ne crée pas de charges nouvelles pour les finances publiques. Pourriez-vous toutefois nous communiquer le montant estimé de ces charges ? Merci. Compte tenu de la nécessité de l'actualisation, j'ai fini, Madame la Présidente, et des enjeux induits, nous voterons en faveur de ce texte. Et je suis même encore un peu d'avance. Merci. C'est 2 minutes 30, chers collègues. Ouais, je peux être de mauvaise foi, tout petit peu. Vous ne serez pas un cas isolé. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Je reconnais bien là le sens de la précision de Michel Guignot, qui a toujours une petite question derrière les fagots. Je voudrais répondre sur les 3 points. D'abord, sur la coopération avec l'Union européenne, la vision commune de l'Espagne et de la France en matière de renforcement de la défense européenne dans le cadre des discussions qui sont étape par étape en cours. Moi, je n'ai rien à redire. J'ai compris que ça vous chiffonnait un peu, mais je pense que ça correspond tout à fait à l'objectif de nos 2 pays, très largement réaffirmé, et encore récemment. Et je pense qu'il est plus que jamais nécessaire, d'ailleurs, de renforcer cette logique quand on voit ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine, mais aussi dans l'évolution de l'attitude américaine que l'on peut supposer. Sur les questions très précises que vous avez évoquées, l'article 3, le port des armes, on est vraiment dans précisément la démarche hyper classique. Et quand vous êtes militaire espagnol, que vous venez sur le sol français, le port des armes est, par cette convention très précise, y compris dans le cadre des SOFA OTAN, c'est-à-dire, parce que jusqu'à présent c'était là qu'on avait la référence, c'est une réglementation extrêmement précise dans le cadre de votre service et évidemment dans le respect des lois. Donc on est dans quelque chose de très classique, il faut simplement le dire et l'écrire. L'article 12, sur la fiscalité, là aussi on est dans un statut très classique de tous les traités et de toutes les dispositions, y compris sur le statut des forces armées qui étaient prévues, les SOFA, donc du temps de l'OTAN, qui sont reprécisés là. On est dans quelque chose d'extrêmement classique. Je n'ai pas de réponse sur la TVA, je n'ai pas de souvenir qu'on ait une question là-dessus. Il n'y a pas, à mon avis, ça n'est pas le sujet. Enfin, sur l'étude d'impact, on n'a pas de coût. L'étude d'impact conclut qu'il n'y a pas de coût supplémentaire. On est déjà dans le cadre d'une coopération qui existe. Hein. Là, il s'agit simplement de repréciser, notamment juridiquement, et en l'écrivant, je viens de le dire, un certain nombre d'éléments liés au statut des personnels. Mais il n'y a pas de coût particulier supplémentaire. On ne va pas avoir 3000 ou 4000 militaires espagnols qui vont venir du jour au lendemain en France ou l'inverse. Donc on est vraiment dans le cadre d'une actualisation juridique et je ne peux pas vous fournir de fonds parce qu'on a posé la question et il n'y a pas de coût particulier supplémentaire. Pas la réponse aujourd'hui, monsieur le rapporteur. Ça serait quand même intéressant pour moi de savoir donc la partie d'accueil exonérée du paiement de tout impôt lié aux biens mobiliers à usage personnel. Donc ils sont propriétaires. Alors, mais si vous ne pouvez pas me répondre maintenant, je ne vais pas
Je ne vous en voudrais pas, monsieur le rapporteur. Si vous pouvez le faire après, ce serait sympa. Chers collègues, je note votre question. Je vais poser la question très précisément au sens où vous l'avez exprimée et je vous communiquerai une réponse personnelle, mais qui sera aussi communiquée à la Commission. Merci pour ce sens de la précision. Au nom du groupe Ensemble pour la République, monsieur Stéphane Vogetta. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs. D'abord, merci également de m'accueillir dans cette commission. Je vais prendre quelques instants avant de commencer mon propos pour souligner que j'ai préparé cette intervention avec monsieur Gérard Lapierre, ex-attaché d'armement et attaché de défense adjoint à l'ambassade de France en Espagne. Et à travers lui, je tiens à rendre hommage à tous les hommes et toutes les femmes qui, français ou espagnols, à Madrid, à Paris, à Séville, à Albacete, à Getafe ou ailleurs, structurent notre relation bilatérale de défense avec l'Espagne. Alors aujourd'hui, nous délibérons donc sur le projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la France et l'Espagne, traité signé à Barcelone le 19 janvier 2023 dans le cadre de la signature du traité d'amitié France-Espagne, à laquelle j'ai moi-même assisté en tant que député des Français de la péninsule ibérique. Ce traité place l'Espagne dans le club très fermé des pays avec lesquels la France a désormais une relation de collaboration renforcée. C'était le cas du Royaume-Uni avec le traité de Lancaster House, l'Allemagne avec Aix-la-Chapelle et l'Italie donc avec le Quirinal. Ce traité actualise, vous l'avez dit, un accord datant de 1983 qui répond au nouveau contexte sécuritaire. Il traite des menaces hybrides, des cyberattaques, du terrorisme et des tentatives d'influence voire d'ingérence étrangères. En favorisant le partage accéléré de renseignements et une meilleure coordination face aux cybermenaces et au terrorisme, il consolide notamment une chaîne de solidarité indispensable en Europe. Par ailleurs, ce texte dépasse la coopération militaire en renforçant la coopération industrielle de défense dans la droite ligne des ambitions européennes du président de la République depuis 2017. Dans un contexte de remilitarisation où la technologie est clé, le traité encourage le partenariat entre nos industries de défense en soutenant les projets structurants pour notre autonomie stratégique européenne. Je pense notamment aux avions ravitailleurs MRTT, à l'hélicoptère d'attaque Tigre, à l'avion de transport A400M ou à l'Eurodrone et bien sûr au SCAF, système de combat aérien du futur développé entre la France, l'Espagne et l'Allemagne. Par les coopérations qu'il promeut, ce texte assure une compétitivité accrue de nos tissus industriels de défense, mais renforce également l'autonomie stratégique européenne et ce faisant notre souveraineté industrielle et technologique face aux grands acteurs mondiaux du secteur. Ce projet s'inscrit également dans un effort plus large pour une défense européenne autonome sur toute la durée de vie des matériels, de leur définition à leur emploi, en passant par leur production et maintien en conditions opérationnelles. La France et l'Espagne partagent donc une vision commune, celle d'une Europe autonome capable de défendre ses intérêts, son intégrité et contribuer à la sécurité du monde à travers les cadres de coopération multilatéraux que sont l'ONU, l'OTAN et l'Union européenne. Ce projet de loi s'inscrit donc dans une tradition de solidarité en l'adaptant aux besoins actuels et futurs. Le groupe Ensemble pour la République votera en faveur de ce projet de loi. Ma question, messieurs les rapporteurs, est pensez-vous effectivement qu'en termes industriels, ce traité, la ratification de ce traité, va nous permettre d'aller encore plus loin et de solidifier nos accords industriels et nos partenariats avec l'Espagne? Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. C'est moi qui dois répondre parce que j'aurais pu proposer à Sébastien Saint-Pasteur éventuellement de dire quelque chose. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, je souscris à tout ce que vous venez de dire avant. La France et l'Espagne, en réalité, sont en train de devenir plus concurrents parce que la base industrielle et technologique de défense, c'est-à-dire l'appareil industriel espagnol, se développe et c'est la volonté des Espagnols, évidemment, de développer leur propre capacité industrielle en matière de production d'armement et d'éléments de logistique notamment. Et la coopération se fait d'ailleurs surtout sur le plan aéronautique, avec notamment beaucoup de sous-traitance vis-à-vis, notamment je pense à Airbus ou d'autres entreprises. Après, si on reste dans une logique d'attentisme ou de crainte face à la montée d'un concurrent nouveau, nous, les Français, qui avons une capacité industrielle extrêmement importante, et je le dis comme Berrichon, à Bourges ou dans l'Indre, on a beaucoup notamment d'industrie dans ce domaine. Si on est uniquement sur la réserve, évidemment, ça ne se passera pas bien. Et c'est justement, me semble-t-il, l'intérêt
au-delà de l'aspect juridique, du renforcement des précisions, de l'élargissement des champs d'action, comme ça a été rappelé par plusieurs d'entre nous, c'est justement là l'intérêt aussi de ces traités actualisés que de relancer la confiance et de pousser à ce qu'il y ait, au fond, en matière industrielle, en coopération industrielle, là aussi des gros efforts et qu'on travaille plus ensemble. C'est l'intérêt des deux parties. Et voilà, enfin, le vrai message subliminal quelque part de ce traité, pour moi, c'est celui-là. Et c'est pour ça que je reprenais ce que disait tout à l'heure Anne Bergance et ce que j'avais moi-même évoqué sur le fait que le conseil annuel entre les 4 ministres des deux pays, soit défense, soit affaires étrangères, il doit se tenir. Et notamment, il doit aussi servir à faire le point sur ce genre de sujet, même s'il y a aussi des rencontres, un comité de rencontres, de concertation sur l'armement. Voilà, enfin, je ne sais pas si je peux pas être plus clair, mais je crois que c'est très important, effectivement, de bien voir la vision enfin, l'une des conséquences de la signature de ce traité dans ce domaine, effectivement. Au nom du groupe La France Insoumise, Monsieur Aurélien Taché. Merci Madame la Présidente. Donc Monsieur le rapporteur, vous l'avez rappelé, ce traité de coopération dans le domaine de la défense vient actualiser celui de 83 que nous avions déjà avec l'Espagne. Il propose des corrections intéressantes, l'organisation d'échanges d'officiers, l'organisation de visites officielles, le protocole en cas de décès, des dispositions pour éviter la double imposition. Mais finalement, il ne touche à cet accord de 83 que sur des aspects techniques, pratiques ou formels, et il garde finalement ce qui est l'essence de la politique de défense qui avait été bâtie à ce moment-là entre la France et l'Espagne, à savoir finalement un traité qui est entièrement aligné sur les objectifs de l'OTAN. Vous l'avez dit vous-même, hein, ce traité vise d'abord à renforcer le pilier européen de l'OTAN. Donc nous plaidons pour une politique générale de non-alignement. Donc forcément, nous sommes un peu moins enthousiastes que les autres groupes parlementaires qui se sont exprimés. Ça n'empêche pas de faire des coopérations ponctuelles, mais un alignement systématique avec l'OTAN n'est pas, pour notre part, quelque chose que nous souhaitons. Et même les perspectives d'Europe de la défense qui sont finalement évoquées dans ce traité restent finalement dans cette logique-là et n'est pas une Europe de la défense pensée comme un projet de paix. Nous pensons qu'il faut plutôt limiter nos coopérations stratégiques aux pays ayant des centres d'intérêt et aires d'intérêt commun et concentrer nos efforts sur la paix dans le bassin méditerranéen. Donc nous sommes aussi inquiets de la formulation des articles 4 et 5 qui rendent possible la projection extérieure. Va-t-on finalement répéter les erreurs que nous avons commises en Afrique, nos opérations conjointes qui ont sans fin finalement au Sahel et au Mali, hein. Je rappelle que nous sommes favorables au fait qu'elles aient été déclenchées mais qu'elles ont trop duré, ont finalement détérioré nos relations avec tout le continent, à tel point qu'il y a 10 jours encore, le Tchad dénonçait les accords de défense avec la France. Et cette présence militaire sous cette forme-là ne permettra pas, et je le dis d'autant plus que je me rends souvent dans la région et travaille beaucoup avec les pays de là-bas, de reconstruire des relations diplomatiques équilibrées avec l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, on pourrait avoir une coopération diplomatique qui soit prévue par un traité à part et qui ne soit pas diluée dans le domaine de la défense. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on regrette. Si nous sommes favorables à la coopération avec l'Espagne prévue par ce traité pour établir des positions communes, nous ne pouvons que noter aussi le fait que sur des sujets extrêmement importants comme la reconnaissance de l'État de Palestine, par exemple, la France n'est pas en accord avec l'Espagne et nous saluons la position de l'Espagne de ce point de vue-là. Donc pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce projet de traité qui manque d'ambition politique et diplomatique et qui ne permet pas à la France de s'engager réellement pour la paix. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Non, j'entends bien ce que vous dites et c'est votre position et je peux la comprendre, en tout cas je l'entends. Je voudrais juste quand même faire remarquer le fait qu'il ne s'agit pas, je n'ai jamais dit ça moi dans mon rapport, le traité ne vise pas, entre guillemets, je reprends vos termes, à renforcer, je cite, le pilier européen de l'OTAN. Non, c'est pas l'objectif du traité. Mais par contre, je pense que c'est intéressant de voir que le renforcement de la coopération, le renforcement et la réaffirmation des valeurs communes et des visions communes entre la France et l'Espagne en matière de défense permet de renforcer le pilier européen. C'est pas exactement la même chose que ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est pas un alignement, je crois que vous avez utilisé le terme, sur l'OTAN, c'est simplement au contraire, à l'inverse, finalement le renforcement de l'influence européenne et de la présence et comment dire, du poids de la vision européenne à l'intérieur de l'OTAN.
et la coopération entre la France et l'Espagne, de ce point de vue, est très importante. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais l'Espagne est un pays qui est très allant sur ces questions-là, qui est un de ceux qui s'impliquent le plus. C'est un des 3 pays qui s'impliquent vraiment, y compris avec des personnels en nombre, dans des opérations conjointes conduites sous l'égide de l'OTAN ou sous l'égide de l'Union européenne ou de l'ONU. Donc, avec la France notamment. Et donc, voilà, il y a une nuance qui est importante. Et je voulais, en tout cas, y faire écho par rapport à ce que vous dites. Et je rajoute que dans le contexte de la guerre en Europe, l'agression de M. Poutine et de la Russie en Ukraine, c'est plus nécessaire que jamais d'avoir une réaffirmation comment dire, et un renforcement de la vision commune européenne au sein de l'OTAN. En tout cas, c'est, me semble-t-il, une des conséquences, là aussi, directes de ce traité, que de le réaffirmer en renforçant et en clarifiant la coopération franco-espagnole en matière de défense. Sur le bassin méditerranéen, j'entends bien, ça fait partie des sujets sur lesquels l'Espagne et la France travaillent ensemble. Je rappelle qu'il existe ce qu'on appelle l'initiative 5+5 défense. Vous avez 5 pays du sud de l'Union européenne et 5 pays du Maghreb, donc, qui sont pour autant, d'ailleurs, pas toujours des amis. Je pense qu'entre l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, vous rajoutez la Libye et la Tunisie, ça c'est les pays côté Afrique. Et de l'autre côté, vous avez l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie et Malte. Et donc ces 10 pays, 5+5, ont un vrai dialogue en matière de poursuite des objectifs de paix et de solution des conflits latents ou possibles sur le bassin méditerranéen. C'est évidemment intéressant parce que c'est leur proximité qui joue. C'est intéressant cette initiative et ce forum parce que, encore une fois, je l'ai dit, mais ce sont des pays qui sont loin d'être toujours d'accord entre eux. Et de ce point de vue-là, la France et l'Espagne jouent un rôle moteur. Et je pense que c'est très utile, y compris au regard de ce que vous évoquiez, la nécessité de poursuivre cet objectif. Voilà. Donc, si je pouvais me permettre ces commentaires, personnels. Merci, monsieur le rapporteur. Au nom du groupe socialiste et apparenté, monsieur Pierre Privetti. Madame la présidente, messieurs les rapporteurs, l'Europe de la défense constitue une exigence dans ce monde troublé, notamment avec des évolutions majeures, l'arrivée de Donald Trump, mais aussi autour du pourtour méditerranéen, avec la Syrie qui vient percuter en fait de nouveau cette situation de trouble. Dans ce contexte, actualisation, sécurisation du cadre juridique des relations bilatérales de défense entre la France et l'Espagne nous permettent là aussi d'actualiser un traité du 7 octobre 1983 qui ne comprenait ni stipulation relative au statut des forces, ni référence au cadre de coopération multilatéraux. Car la coopération avec l'Espagne, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, est forte et ancienne autour de la Méditerranée, notamment dans le cadre de l'Europe et de l'OTAN. Des actions ont été menées sur un certain nombre de cadres d'opérations, notamment l'opération Barkhane, dans le cadre aussi des Jeux Olympiques, mais aussi pour d'autres sujets que vous avez évoqués. Ce texte, ce traité, prévoit notamment un statut des forces devant permettre de mieux protéger les militaires français et espagnols lorsqu'ils seront déployés en Espagne ou en France. Et nous avons bien noté que l'Espagne est un des alliés avec lequel la France entretient le plus vaste réseau d'officiers de liaison et d'échange. Une coopération accrue donc dans des domaines stratégiques avec ce Conseil franco-espagnol de défense et de sécurité, mais aussi la consultation régulière des ministres, lorsqu'ils ne sont pas démissionnaires, chargés de la défense et espagnols, une tenue annuelle d'un dialogue entre la DGRIS et son équivalent espagnol, le comité d'armement, voire donc infra l'article 6, opérationnel et capacitaire. Bref, de nouveaux domaines de coopération opérationnelle sont inscrits dans le traité, c'est l'article 4, avec le renseignement, très important, la cyberdéfense, le spatial, les menaces dites hybrides, mais aussi celles relevant du changement climatique, du rôle des femmes au sein des forces armées, ou encore l'extension de la coopération de défense aux activités géographiques, cartographiques, hydrographiques, mais aussi océanographiques. Ce traité est donc une excellente nouvelle, car il pourrait permettre de faire avancer
un dossier cher à mon collègue Sébastien Pasteur, le système de combat aérien du futur. Et donc ce rapport évoque également une coopération accrue en matière de transition écologique, de changement climatique. Une bonne nouvelle donc, compte tenu des difficultés croissantes par nos deux pays, difficultés qui ont conduit à une coopération accrue ces dernières années, notamment, je fais référence aux inondations en Espagne. Le groupe socialiste et apparenté donc votera favorablement à ce projet de loi. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Juste 2 mots pour dire que là encore, M. Pribetich, notre collègue, vient de résumer magnifiquement le sens et l'intérêt de ce traité. Et c'est, puisqu'il l'a fait, l'occasion pour moi à nouveau de remercier Sébastien Saint-Pasteur de l'excellence de son rapport, qui est très, et je crois, assez complémentaire finalement de ce que nous avons fait du travail de la Commission des Affaires étrangères, parce que vous êtes plus sur la partie capacitaire et de défense. Et puis de remercier aussi Alizé Trio une nouvelle fois, parce que Madame la Présidente, il a été désigné la semaine dernière, moi j'ai été désigné il y a 15 jours, hein, un peu dans l'urgence, et pour rendre service, parce que nos collègues ne pouvaient plus. Enfin bon, mais voilà, donc on en parlait, c'est parfois un peu rapide sur un sujet pourtant aussi important. Merci à toutes et à tous, et donc je rappelle l'importance, à mon avis, évidemment, de voter cette ratification. Les armées le savent bien et le disent volontiers. Commander, c'est surprendre. Vous ne vous êtes pas laissé surprendre, messieurs les rapporteurs. J'ai dit, en politique, on sait faire, mais pas forcément en commission. Nous en venons à présent au vote. Je mets aux voix l'article unique. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Une magnifique unanimité. L'article unique est adopté. Le projet de loi numéro 621 est donc adopté sans modification. Je remercie notre rapporteur pour avis de la Commission de défense pour leur travail dans des conditions contraintes. La séance est levée.